Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si aujourd'hui les cinématiques sont monnaie courante dans le monde des jeux vidéo, au point de ne devenir que ça, il fut un temps où ce n'était pas le cas, voire même les jeux ne possédaient que peu, voire aucune cinématique. À ce moment-là, on parlait plutôt de petites scénettes. Si, dans les grandes lignes, c'est la série Ninja Gaiden qui apportera ce procédé, appelé cutscenes, ce qui permet de donner un aspect narratif au jeu, au lieu de n'être qu'une succession de niveaux avec un merci au revoir à la fin. En réalité, c'est à une autre série de jeux vidéo à qui l'on doit cette amélioration technique, qui en fera d'ailleurs sa réputation. Une série de jeux que j'ai découvert récemment, duquel j'ai accroché, cette série qui est, je pense qu'on peut dire ma série Magical Girl à moi, Veillis. Veillis est une saga de jeux vidéo d'action plateforme composée de 4 opus, sortis dans un premier temps sur MSX et PC 8801 pour le premier jeu, puis sur Mega Drive et Super Nintendo de 1986 à 1991. La saga sera développée par Wolf Team avant d'être repris par Lasersoft, tous deux appartenant à l'éditeur Telenet Japan, société qui disparaîtra en 2007. C'est au milieu des années 80 que deux programmeurs de chez Wolf Team, Masahiro Akishino et Osamu Ikigam, se lancent sur une idée de jeu d'action mettant en vedette une héroïne punk et délinquante, très inspirée d'une série dont ils sont tous les deux fans, Sukeban Deka. Une série mettant en scène une détective délinquante munie d'un yo-yo métallique comme arme. Alors qu'ils avaient prévu de garder le jeu secret pour un concours sponsorisé, Telenet Japan, en apprenant l'existence, autorise la production. Mais après une première ébauche, l'un des supérieurs de Telenet Japan se dit être mécontent du résultat, en particulier au niveau des graphismes, et fait appel à un scénariste, Hiroki Hayashi, pour modifier le concept. Hayashi s'inspira d'un roman personnel inachevé et avec Masahiro Akishino, ils reprendront la base de ce qu'avait fait Osamu Ikigam, avant que ce dernier ne quitte Telenet Japan, et Hayashi se charge de désigner les deux personnages principaux, ce qui donnera naissance à Veillis. Le jeu sort d'abord en 1986 sur MSX, et c'est une catastrophe. Le jeu est laid, difficile, injouable et ne possède aucune sauvegarde. Je vous épargne donc les séquences pour éviter que vous ayez mal aux yeux. La version PC 8801 n'est guère mieux, mais elle a un avantage par rapport à la version MSX, c'est la présence de cinématiques quelque peu novateurs à l'époque. C'est avec l'arrivée de la 4ème génération de consoles que l'équipe tente un remake, une sorte de seconde chance du jeu Veillis, cette fois-ci sur Mega Drive et PC Engine en 1991. Le résultat est différent, le jeu est plus beau, à peu près mieux jouable, bien qu'un peu dur, et ses cinématiques plus détaillées que les premières versions. Et c'est sur cette version Mega Drive, sur émulateur en particulier, que j'ai connu Veillis. D'ailleurs, au cours de cette vidéo, nous allons alterner entre la version Mega Drive et PC Engine pour pouvoir explorer ce premier opus. Mais au fait, de quoi raconte Veillis? Nous suivons Yuko Azu, une jeune lycéenne qui, après la fin des cours, est troublée par un rêve qu'elle a fait. C'est ainsi que son ami Reiko Kirishima annonce son départ de la ville d'une façon étrange et soudaine. Yuko se retrouve à nouveau seule, toujours à attendre que la pluie s'estompe pour rentrer chez elle, mais une créature arrive pour l'attaquer. Coincée, elle ne peut s'enfuir, et c'est ainsi qu'une voix lui apporte une épée pour qu'elle puisse se défendre. Ainsi commence l'aventure. Bien que cela reste basique dans sa petite mise en scène, en raison du peu de puissance des consoles, le jeu affiche déjà ce qui sera l'une des vraies premières cinématiques, bien que ce fut déjà le cas de sa version PC 8801, accompagnée par une composition musicale pas désagréable pour de la 6 bits, Nous suivons l'intrigue du point de vue de Yuko, créant une narration avec un point de vue, puisqu'après la cinématique, le premier niveau consiste à repousser nos opposants ainsi qu'à nous enfuir dans le métro, continuant l'aspect de détresse à la fin de la cinématique, créant donc une fluidité. C'est d'ailleurs le moment pour moi d'aborder rapidement le gameplay, puisque nous le verrons durant le reste des épisodes, mais le gameplay n'est pas vraiment la force de la licence Veillis. Basiquement, au niveau du gameplay, Yuko possède une palette de mouvements bien que limitée. Elle peut sauter, attaquer, dasher et faire des sauts plus hauts lorsqu'on maintient la touche haut enfoncée, ainsi qu'invoquer sa magie en appuyant sur haut plus attaque. Au cours des niveaux, elle récupérera des objets qui augmenteront la puissance de son épée ou effet inverse, ainsi que ses points de magie ou de ses vies. Cependant, le soft reste un minimum dur, en partie à cause d'un souci de collision et des IA un peu cons ou chiants, saupoudrés de quelques phases de plateforme un peu irritantes. Néanmoins, il reste généreux comme remettre les points de vie à fond après chaque boss vaincu ou des nombreux bonus facilement trouvables qui aident à la progression du jeu.
Ce n'est qu'après avoir vaincu le premier boss que la cinématique reprend, propulsant Yuko dans le monde des rêves. Elle y rencontre Varia, l'entité qui l'a secourue en lui apportant l'épée. À ce moment, les enjeux sont expliqués au joueur et quel est son rôle dans l'histoire. Dans son ensemble, c'est très simple. Mais voire trop simple. Yuko se retrouve dans Vacanti, le monde imaginaire qui réunit le bien et le mal. Depuis peu, un despote, Lord Ruggles, fait basculer le cœur des êtres humains du côté du mal. Varia demande l'aide de Yuko pour rétablir l'équilibre. Yuko, prise par l'ampleur du problème, ne se sent pas concernée, mais devra quand même apporter son aide en récupérant un joyau divisé en quelques morceaux gardés par les boss en fin de niveau. Hormis pour la version Mega Drive, chaque niveau se concluront par une cinématique. Assez tôt dans notre progression, nous retrouverons le personnage de Reiko, qui, tel Knuckles, nous mettra des bâtons dans les roues, puisque, sans surprise, elle est du côté du grand méchant, ce qui, dès à cet instant, est annonciateur d'un combat fatal. Ce n'est que 5 niveaux plus tard que nous affronterons Reiko en tant que boss. Combat de boss qui se finit vite d'ailleurs, puisque lors de la cinématique, on découvre avec effroi que Yuko vient d'abattre sa meilleure amie, bien qu'elle n'en ait eu pas le choix. En effet, Reiko est une personne qui s'est toujours vue comme une perdante et a préféré se laisser plonger dans la douleur, ce qui est l'inverse de Yuko. Après, bien que ce soit simpliste, cela reste dans la thématique du jeu. Après que nous assistons à la mort de Reiko, qui reste un minimum émouvant, Lord Ruggles apparaît pour se moquer de la défaite de Reiko et inciter Yuko à venir lui refaire la rondelle dans son château. Et ça arrive en plus. Gardant un souvenir de Reiko sur elle, Yuko se prépare pour la phase finale. C'est d'ailleurs l'une des choses auxquelles je peux reprocher au portage Mega Drive, c'est que toutes les scènes qui explicitent l'amitié et la dualité entre les deux personnages ont dû être amputées à cause du peu de puissance de la machine. Si d'un côté on peut prendre ça comme une bonne surprise, l'introduction nous avait déjà craché le morceau. Et si l'histoire originale l'avait fait de façon consciente, c'est tout simplement parce que dans ce concept de combat entre le bien et le mal, comprenant que Yuko est la lumière et que Reiko est l'obscurité, tout se joue sur cette dualité jusqu'au moment fatidique où tout cela n'avait au final que peu d'importance, puisque Yuko est troublé par la mort de Reiko, et que Reiko, dans ses derniers instants, est comblé de savoir que Yuko l'a toujours considéré comme sa meilleure amie, laissant derrière un message d'amitié et d'amour. C'est avec rage et détermination que Yuko part au château de Lord Ruggles, ce qui constitue le dernier niveau du jeu, accompagnant le joueur dans la colère de Yuko. Après avoir franchi le dernier niveau et vaincu Lord Ruggles, arrive la cinématique finale où Yuko se réveille. L'on pourrait croire que le jeu nous fait une conclusion à la Super Mario Bros. USA, mais la présence du bandeau de Reiko démontre que toute l'aventure s'est bel et bien produite, laissant Yuko avoir été changé par l'histoire et promet que les choses ne seront plus jamais comme avant. Pour un premier opus, Veilise de Phantasm Soldier apporte une légère novation en termes de narration, cependant au détriment d'un gameplay un peu buggé, qui parfois fait sombrer le jeu un peu dans le concept pur du jeu vidéo. Cependant, si l'univers y est posé, on sent que tout n'est pas encore révélé, et le plan final sur Yuko nous annonce inconsciemment que de futures aventures l'attendent. L'un des derniers points auxquels je peux aborder, c'est à propos des autres versions de Veilise, en particulier de la version NES. Puisque cette version délaisse tout l'aspect narration pour se concentrer sur le gameplay, offrant certes un style RPG et open world, mais qui crée une confusion auprès des joueurs dont aucun n'ont réussi à se repérer, en plus du fait que le jeu est buggé. Chose surprenante, mais il est à noter que pour appuyer l'aspect narratif du jeu, la publicité n'est nul autre qu'un court-métrage de 3 minutes réalisé par Hideaki Anno, connu pour son travail sur Evangelion. Et en soi, la publicité correspond très bien à ce qu'est le jeu avant tout. C'est pour cela que le gameplay du jeu est assez basique en soi, parce que l'intérêt des jeux VLI, ce n'est pas le gameplay, c'est sa narration. Puisqu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, avoir des cinématiques à chaque fin de niveau, c'était nouveau. C'était neuf et ça donnait envie aux joueurs ou aux joueuses de continuer l'histoire juste pour savoir ce qui va se passer. Les raisons d'enchaîner les niveaux avaient un sens à ce moment-là. Du coup, ce n'est pas étonnant que pour la promotion du jeu, ce soit un dessin animé qui s'en occupe. Pour ma part, Veilise reste un jeu sympathique, avec une histoire intrigante bien que simpliste, mais pourquoi pas, le jeu assume avec son côté très appuyé sur le bien contre le mal, mais maintenant, que vaut les suites de Veilise ? Alors, il y a un petit truc qu'il faut que je vous dise. À la base, quand j'avais écrit mon point de vue sur Veilise 2, je m'étais dit, bah, c'est une suite sympa, c'est pas révolutionnaire, enfin, c'est sympa, quoi. Enfin, voilà, quoi. Puis je me rends compte que je me suis basé sur la mauvaise version du jeu, en fait. Donc j'ai dû effacer ce que j'avais écrit et reprendre mon analyse, et putain de merde. Bon, déjà commençons par le début. À la fin du développement de Veilise de Phantasm Soldier, Telenet Japan se penche vers le Laserdisc d'un point de vue commercial, ce qui entraîne des démissions au sein de Wolf Team. Se retrouvant en sous-effectif pour un nouvel épisode, Telenet Japan les fusionne avec de nouveaux membres sous le nom de Lasersoft. Il faudra attendre 2 ans et demi avant que la suite ne voie le jour.
principalement parce que le jeu fut développé pour plusieurs consoles quasi simultanément. Normalement, je devais vous parler de la version TurboGrafx CD, et bien que nous allons y revenir, ce n'est pas cette version qui nous intéresse, puisque comme son prédécesseur, VLIS 2 est sorti sur micro-ordinateur en 1989. Sachez cependant qu'il existe une version Mega Drive de VLIS 2, mais pour une raison étrange, il s'agit d'une parodie version SD, SD pour Super Deform, un terme qui avait déjà été utilisé pour les Final Fantasy avant l'arrivée de 8, qui se nomme Seed of VLIS. Alors bien qu'il n'y ait pas d'explication réelle quant au mot Seed, je pense que ça veut dire Super Yuko Deformed. Bon, reste qu'en soit, le jeu est assez sympathique, même si la difficulté monte d'un seul coup dès qu'on arrive au deuxième boss, la photo fait qu'il faut y toucher à un endroit bien précis pour qu'il puisse avoir des dégâts. Putain, mais tu as touché, merde! Et voilà, je suis mort. A l'inverse des VLIS originales, celui-ci se veut beaucoup plus linéaire, avec cependant une notion d'RPG. En effet, après avoir vaincu chaque boss de chaque niveau, plutôt que d'avoir une cinématique comme dans les VLIS originaux, vous aurez des armures caractérisées par des vêtements ou de nouvelles puissances pour votre épée. Là, par exemple, j'ai réussi à avoir une tenue de soirée et Yuko est censée être beaucoup plus forte qu'avec sa tenue d'écolière. Oui, voyez comme elle est morte. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de se battre avec une tenue de soirée? Alors, c'est-à-dire que moi j'en ai une, mais Attends ta gueule! Un des derniers points amusants du jeu, c'est qu'au cours de votre aventure, l'état de Yuko est représenté par un portrait. Quand elle parle, quand elle se prend des dégâts, quand il ne lui reste plus qu'un point de vie. C'est un petit détail amusant mais qui moi personnellement me rappelle Banjo-Kazooie ou Doom. Bon, après ça c'était la parodie, maintenant, il y a le jeu original. Vous n'êtes pas prêts. Dans VLIS 2, nous retrouvons Yuko en plein rêve qui est appelé par la voix de Reiko, lui annonçant que quelque chose d'horrible va se produire avec Anti, avant d'être réveillé brusquement par un cauchemar. À peine eut-elle le temps de s'en remettre que de nouveaux monstres arrivent pour l'attaquer. Tout comme le premier opus, le jeu commence immédiatement. Lorsque j'ai abordé le premier VLIS, je vous ai présenté la version PC Engine pour votre confort visuel, mais la version d'origine sur micro-ordinateur reste approximativement la même trame, avec cependant un gameplay plus austère. Pour cette suite, ce sera différent, puisque si dans les grandes lignes l'histoire est la même, ces rebondissements eux pas du tout en fonction des portages. Je vais donc aborder la version micro-ordinateur et ensuite sa version PC Engine. La première chose qui frappe avec cette suite, c'est qu'il paraît plus ambitieux que le précédent. Les animations sont plus détaillées, avec un brin de mise en scène, là où le premier était assez statique, y compris l'inclusion d'un doublage pour l'introduction. Y compris dans son gameplay où le rendu visuel est déjà plus agréable à l'œil. Néanmoins, à l'inverse des futurs portages, les mouvements de Yuko sont plus restreintes. En revanche, un aspect RPG vient se rajouter avec la notion d'armure et de puissance de notre épée. Vous l'avez compris, la notion RPG de Seed of VLIS vient de VLIS 2. Il s'agira d'ailleurs du seul opus à utiliser ce procédé. Tout comme son prédécesseur, chaque fin de niveau se conclut par une cinématique. Élément présent dans la première version du jeu et celui-ci, c'est la présence de texte avant et après cinématique, découpé en actes. Premier boss vaincu. Oh là là, mais il y a beaucoup d'hémoglobine là. Premier boss vaincu, et ce dernier met en garde Yuko quand on fait que l'empereur Megas a envahi Vekanti et menace Lady Varia. Yuko reçoit un appel de Varia qui la téléporte avec Anti car elle a besoin de son aide plus que tout. De son côté, Megas se prépare à capturer Varia en la nommant d'une façon pas très polie, dis donc je vous permets pas monsieur, son plan étant d'attendre que Varia se manifeste via ses pouvoirs pour l'attraper. Après avoir passé le niveau, Yuko déambule en l'attente d'une réponse de Varia quant à ce qui se passe, mais cette dernière ne peut lui répondre au risque d'être sur le radar de Megas, situation qui l'arrange car elle ne peut laisser Yuko dans l'ignorance de la situation. Yuko affronte l'un des anciens généraux de Rogless et, alors qu'il s'apprête à mourir, lui laisse un objet, un bijou de Vekanti, mais ce sera un des sbires de Megas qui la volera au nez et à la barbe de Yuko. Megas en profite pour contacter Yuko, histoire de titiller Varia à sortir de sa cachette en s'en prenant à sa guerrière, et à cet instant, se sentant perdu et abandonné, Yuko commence à douter de certaines choses. Après avoir vaincu le boss, Yuko se rend compte que le bijou est déjà dans les mains de Megas. Fatiguée, Yuko ne se sent plus digne d'être une guerrière. Nous pouvons la laisser se dévaloriser, Varia brise son silence pour venir lui apporter son soutien, se mettant à découvert entraînant sa capture. Le niveau qui suit consistera à aller la délivrer. Mais c'est pas fini! Énième boss vaincu, Yuko se retrouve face à Megas qui détient une Varia bien amochée. Megas promet de laisser Varia libre si Yuko se soumet à lui. Varia, dans ces derniers instants, pousse Yuko à se battre contre Megas. Mais ayant déjà perdu Reiko par la violence, Yuko décide d'obéir à Megas malgré les protestations de Varia.
Megas lui ordonne de jeter son épée et se mettre nu. Yuko s'exécute, et après s'être rincé l'œil, Megas maintient sa promesse en achevant Varia de son... Oh putain! Ouh, ça va faire mal. Megas se prépare à exécuter Yuko, impuissante, lorsque quelqu'un lui arrache le bras. Cette personne n'est autre que Reiko revenue des morts pour sauver son ami. Elle lui explique qu'elle a pu renaître grâce, littéralement, au pouvoir de l'amitié. Jouant sur cette corde, elle redonne confiance à Yuko qui repart au combat. Avec une petite gifle dans la gueule tout de même. Megas vaincu, avec beaucoup d'hémoglobine d'ailleurs, Varia apparaît à Yuko, complémentant sa force et son courage. C'est alors que Yuko, ainsi que le joueur, rencontre Valna, la fille de Varia, nouvelle reine de Vekanti, qui accueille Yuko à bras ouverts et promet de combattre ensemble. Cette suite des notes du premier jeu, de par son ton nettement plus sombre, annonçait déjà dès l'intro avec le cauchemar de Yuko, et c'est assez surprenant puisque le premier opus était plus clean, sans violence. Il n'y a cependant pas d'explication réelle sur la raison de cette soudaine narration sombre. Mais clairement, V-Lys 2 est une amélioration du premier opus. Petite mention à la version X68000 qui a de très beaux graphismes. Bien que sombre, les rebondissements fonctionnent et apportent des réponses, bien que cela peut frôler le gratuit par endroits. Comme je l'ai expliqué plus tôt, Lasersoft se sont occupés de plusieurs versions de cette suite en même temps, essentiellement pensées pour le Laserdisc. Ainsi, sorti un an après, V-Lys 2 connaît un portage, voire remake, sur TurboGrafx CD, comportant une DA différente, des cinématiques détaillées, en outre ce que l'on verra bien plus tard sur Mega Drive ou PC Engine. Ce qui change, c'est le ton, et voire même un petit peu l'histoire. Beaucoup moins sombre, l'histoire reprend à l'identique l'original. Yuko est appelé par la voix de Reiko pour sauver Vekanti de l'empereur Megas, mais en revanche, on apprend que Megas est le frère de Roglus, chose absente de la version précédente. Yuko doit donc combattre Megas et sauver Varia à temps qui essaie de capituler pour la survie de Vekanti. Là aussi, élément différent où Varia essaie plutôt de se cacher de Megas. Yuko doit se dépêcher de la sauver, mais trop tard, Megas lui a porté le coup fatal de façon cachée et non graphique comme le précédent. C'est à ce moment que nous rencontrons Valna, la fille de Varia, et non à la fin comme l'original. Cependant, il est révélé qu'en réalité, Yuko est la sœur de Valna et fille de Varia. Cette dernière l'aurait cachée sur Terre car elle était destinée à devenir une guerrière. Déterminée, Yuko se lance à affronter Megas. Combat gagné, Megas meurt en révélant à Yuko que sa quête de destruction de Vekanti n'était qu'un conflit d'ego à cause de son frère et meurt pardonné par Yuko, se terminant sur une note triste mais différente que le jeu d'origine. Même si des soucis de scénario surviennent, comme le fait que Reiko n'ait plus d'importance assez tôt dans l'aventure, c'est à partir de cette version que les suites seront basées. C'est pour cela qu'après ce portage, le premier jeu connaîtra un remake en parallèle de V-Lys 3, la première version de V-Lys 2 ne devenant plus canon dans le lore. Cependant, je pense que si sa version PC Engine est beaucoup plus édulcorée que l'original, c'est parce que déjà que le premier V-Lys était assez tout public, la première version de la suite se démontre beaucoup plus violente. Et je pense que de peur de perdre son public, le portage de V-Lys 2 devait s'orienter pour un public plus large. Les années 90 commencent et c'est un nouveau souffle pour la licence V-Lys. Un troisième opus est en préparation et ce sera les nouvelles consoles qui l'accueilleront. Mais que peut apporter ce troisième opus ? Pour le savoir, rendez-vous dans la prochaine vidéo sur cette petite rétrospective sur la saga V-Lys.